Merci à tous d'être venus. On est ravis de vous voir aussi nombreux ce matin pour cette matinée. Pour ceux qui ne connaissent pas Zénon, c'est une structure non-profit qui essaye d'analyser les tendances émergentes dans ce qu'on appelle la climate tech. On va en parler. On essaie de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des startups, deep tech pour le climat, donc l'innovation de rupture vraiment pour le climat. Le but de ce matin, c'est de faire un petit point sur l'écosystème français principalement. Moi, je vais vous donner un petit aperçu de quelques technologies et de ce qui est en train de se passer dans 3 technologies que nous, on considère comme des technologies clés. Vous aurez ensuite Céline Julien de Clean Tech for France qui vous montrera un petit peu les dynamiques d'investissement en France. Et on aura 2 panels de discussion pour vraiment aller un petit peu plus profondément entre les liens entre la recherche et l'entrepreneuriat. Comment on fait pour que des innovations sortent des laboratoires? Parce qu'on a des très bonnes universités en France, mais parfois on manque un petit peu d'initiatives pour faire sortir les innovations. Et ensuite, une discussion un petit peu plus générale sur quelles sont les dynamiques, comment accélérer les choses d'un point de vue structurel, d'un point de vue financier, pour s'assurer que ces innovations seront disponibles quand on aura besoin. Donc juste pour commencer, l'idée pour vous mettre un petit peu dans le bain et pour faire la transition entre le café et des discussions un petit peu plus chiffrées, je vais vous parler un petit peu de 3 innovations sur lesquelles Zénon a travaillé et qu'on considère comme des innovations clés pour le climat. Je vais me permettre aussi de rappeler pourquoi on parle d'innovation et de climat, parce que parfois la discussion est un petit peu biaisée. Dès qu'on parle de technologie de climat, en ce moment en France, c'est un petit peu compliqué et un peu biaisé. Or, je vais essayer de vous convaincre, et j'espère que je n'aurai pas à le faire trop, mais que l'innovation est nécessaire si on veut atteindre net zéro. Il n'y a pas moyen de décarboner notre économie si on n'a pas des innovations de rupture. Il y a vraiment des choses qu'on ne sait pas faire encore à l'échelle. Vous avez peut-être vu passer la semaine dernière un chiffre qui est intéressant. Donc, cette transition énergétique qu'on doit faire, qui est une transformation complète de notre système énergétique sur une durée de 30 ans, si on est sérieux sur le climat, elle est en train de se passer, elle démarre, elle accélère. Il y a plein de choses qu'on voit qui sont en train d'accélérer, même si ça ne va pas assez vite. Clairement, aucun pays n'est suffisamment rapide dans ses actions. C'est un problème. Mais on voit quand même, si on regarde les investissements globalement dans la transition énergétique, ont dépassé pour la première fois l'année dernière 1000 milliards de dollars. Et surtout, ce qui est important, c'est pas trop le chiffre en valeur absolue, c'est que pour la première fois, l'économie mondiale a investi autant dans la transition énergétique que dans les combustibles fossiles. Ça, c'est quand même la première fois, c'est intéressant. Alors, il se trouve qu'en 2022, on a investi plus qu'en 2021 dans les énergies fossiles à cause de la crise du gaz, notamment parce qu'on a des problèmes d'infrastructure. Mais c'est quand même intéressant de voir que structurellement, on est en train d'assister à un point de bascule où on investit plus dans la transition que dans les énergies fossiles. Une façon de penser à la transition énergétique ou à la décarbonation, c'est d'y penser en 2 étapes ou en 2 choses. Si on regarde ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, d'ici 2030, alors 2030 c'est seulement dans 7 ans maintenant, parce qu'on est en 2023, on a à peu près 90% des solutions pour diviser nos émissions par 2. Vous savez que pour rester sous les 1,5 degrés, il faut diviser par 2 nos émissions d'ici 10 ans, atteindre la neutralité carbone dans les années 2050. D'un point de vue technologique, quasiment tout ce qui est nécessaire pour diviser par 2 nos émissions existe. C'est des renouvelables, c'est des voitures électriques, c'est des pompes à chaleur, c'est changer nos modes d'alimentation, c'est changer les modes d'agriculture. C'est des choses qu'on sait faire. Et le défi, c'est pas trop de développer. Alors, on peut encore améliorer, on peut encore développer, mais c'est surtout de déployer extrêmement rapidement et à des rythmes qui ont a priori jamais été atteints. Si on se passe plus loin dans le temps, ce que montre l'IEA, mais d'autres agences aussi, c'est qu'on estime qu'en 2050, environ 50% des baisses d'émissions dont on a besoin viendront de technologies qui sont encore en phase de développement et à différents stages de développement. Il y en a qui sont juste en stade pré-commercial, il y en a qui sont encore en laboratoire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir faire 2 choses en même temps, déployer extrêmement rapidement et investir énormément dans le déploiement de ce qui est déjà prêt pour commencer à baisser nos émissions. C'est vrai qu'elles n'ont pas encore baissé malheureusement, au niveau mondial en tout cas. Et en parallèle, investir énormément pour développer les solutions dont on a besoin pour décarboner des choses très difficiles, comme le transport, comme l'industrie. On peut penser à l'acier, l'ammoniac, des choses comme ça, des choses qu'on ne sait pas faire à l'échelle. Et donc, il va falloir aller à la fois vite et développer des nouvelles options. Si on regarde en termes de déploiement, sur les technologies relativement matures, les choses sont en train de se passer, encore une fois, pas forcément assez vite. Si vous regardez l'évolution de la capacité installée en photovoltaïque et en éolien, c'est que du onshore ici, parce que l'offshore est encore un peu petit. Vous voyez qu'on est sur des courbes qui sont quand même assez impressionnantes. Alors, c'est de la capacité installée, il faudrait corriger par le facteur de charge, mais ça reste quand même assez intéressant. On a passé le terawatt installé en photovoltaïque l'année dernière. C'est des seuils qui commencent à être intéressants. Pour la première fois dans le monde l'année dernière, 10% de l'électricité mondiale a été fournie par du photovoltaïque et de l'éolien. C'est plus que fourni par le nucléaire. On pourrait regretter ça, mais c'est quand même assez intéressant. Et on est sur des pentes qui sont relativement intéressantes. Et on ne voit pas pour l'instant
de ralentissement. Au contraire, le photovoltaïque est plutôt dans une phase d'accélération encore. On voit la même chose sur les véhicules électriques. 27 millions de véhicules électriques sur les routes déjà. Dans beaucoup de pays, on a passé le cap des 20% de voitures électriques vendues par rapport aux voitures neuves. Alors, le parc électrique mondial ne reste que 1 à 2% du parc total, parce qu'il faut décarboner 1 milliard de voitures, c'est le problème. Mais on est quand même sur des phases d'accélération et des choses qui se déploient extrêmement rapidement. Donc, il faudrait aller encore beaucoup plus vite de ce côté-là, mais au moins, on commence à constater qu'on atteint des points de bascule et on a des choses qui se déploient. Pourquoi? Parce qu'on a aussi atteint des points de bascule au niveau des tarifs. Les voitures électriques sont quasiment à parité avec les voitures thermiques. En termes de coût actualisé de l'électricité, les renouvelables sont ce qu'il y a de moins cher dans le monde. Il n'y a pas moins cher que le photovoltaïque. Un rapport vient de sortir aux États-Unis. Le photovoltaïque aux États-Unis, en termes de coût actualisé, on pourrait discuter de coût système, le photovoltaïque est moins cher que 95% des centrales à charbon américaines. Donc, d'un point de vue purement économique, il n'y a pas vraiment de raison d'installer encore des centrales à charbon. Ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes puisque financièrement, il y a moins d'intérêt à investir dans ces choses-là. Donc ça, c'est pour les choses qui existent, mais il y a encore plein de secteurs qu'il va falloir décarboner qui sont extrêmement compliqués. L'agriculture, l'industrie, il y a toute une industrie du carbone qui va se former et qui doit se développer, on en parlera, comment on capture, comment on élimine du CO2, comment on le stocke, comment on le réutilise aussi, parce que c'est une molécule qu'on peut réutiliser. Comment on va aller décarboner la mobilité lourde, les camions, les paquebots, pas les paquebots, le fret maritime. C'est vrai que ça près 11 milliards de tonnes d'objets qu'on transporte chaque année. Et donc, c'est sur des bateaux qui sont extrêmement efficaces. La question, c'est comment vous décarbonez ça. L'énergie, la question, ça va être le stockage, par exemple, la gestion du réseau, puisque plus on a de renouvelables, plus ça devient compliqué. C'est le secteur qu'on appelle le secteur des climate tech, donc toutes les innovations de rupture qui nous permettent soit de baisser les émissions, soit d'éliminer du CO2. Et l'élimination du CO2, on en parlera, ça va être une industrie qui doit se développer et c'est un des pans indispensables de la décarbonation. Si maintenant on regarde un peu 3 secteurs clés, pour vous donner quelques clés de lecture, le premier dont on entend le plus parler peut-être en France, en ce moment ou même en Europe, c'est l'hydrogène. C'est que l'hydrogène, c'est une petite molécule. L'hydrogène, on a souvent tendance à dire que c'est le couteau suisse de l'énergie. Vous pouvez tout faire avec de l'hydrogène, mais en même temps, c'est jamais le meilleur outil. Ce qui pose une question. L'hydrogène, c'est une vieille idée. Le premier rapport sur ce qu'on a appelé l'économie de l'hydrogène, c'est 1972. C'est quand même pas récent. C'est un rapport qui a été commandé par les US. Et 1974, la revue Nature publiait un numéro spécial sur l'hydrogène. Ce qui est assez marrant, alors c'est des vieux documents, donc la qualité n'est pas terrible, mais vous voyez que déjà en 1972, on parlait d'avions à hydrogène. Et en 1974, on parlait déjà de stocker de l'énergie sous forme d'hydrogène pour le transport, pour la réduction du fer pour former de l'acier. Donc, c'est quand même des idées qui sont très vieilles. Le problème, c'est que les technologies n'ont jamais été ni suffisamment matures, ni suffisamment peu chères. Et puis, à l'époque, on avait aussi des combustibles fossiles qui n'étaient pas chers, donc on ne s'est pas trop embêté non plus. L'hydrogène revient en force parce que ça sera nécessaire sur certaines applications, l'industrie, la chimie, la production d'acier, la production d'engrais. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire sans hydrogène. Cet hydrogène doit être décarboné. Pour l'instant, 95-98% de l'hydrogène dans le monde est fait à partir de combustibles fossiles. 1 kg d'hydrogène, la production d'1 kg d'hydrogène relâche 10 kg de CO2. Donc, c'est quelque chose clairement qu'on peut pas continuer. On se concentre beaucoup sur l'hydrogène vert. On parle souvent en couleurs quand on parle d'hydrogène. Alors moi, j'aime pas trop ça, d'une, parce que je vois pas bien les couleurs, et puis de deux, au bout d'un moment, c'est complexe. Une autre façon de regarder, c'est par méthode, c'est-à-dire quel type d'électricité vous prenez, l'électricité renouvelable, de l'électricité nucléaire, vous utilisez des combustibles fossiles. Donc, vous regardez plus par process que par couleur. Alors, ça fait un graphe qui est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est plus simple, en fait, puisque vous pouvez avoir les routes biologiques, les routes photolytiques, électrolytiques, etc. On se concentre beaucoup, et c'est quelque chose d'extrêmement développé, notamment en Europe. Il y a un plan hydrogène qui prévoit la production de 10 millions de tonnes d'hydrogène par an à partir d'hydrogène vert, donc de l'hydrogène fait par électrolyse de l'eau et alimenté par de l'électricité renouvelable. C'est 10 millions de tonnes produites en Europe, plus 10 millions de tonnes importées. Mais il y a plein d'autres techniques en fait qui pourraient prendre le relais aussi à plus long terme. L'électrolyse est la chose la plus mature, mais il y a des choses dont on parlera tout à l'heure pendant des panels, ce qu'on appelle l'hydrogène turquoise, comment on peut faire de la pyrolyse de méthane par exemple, et ça peut être aussi du biométhane qui permet de faire de l'hydrogène sans émettre de CO2 puisque vous générez du carbone solide.
Et donc, c'est intéressant dans l'hydrogène d'être un petit peu agnostique, c'est-à-dire que oui, c'est intéressant de développer l'hydrogène vert, mais peut-être qu'il faut aussi regarder d'autres voies à plus long terme parce que ça a des avantages, parce que l'hydrogène vert, c'est bien, mais ça nécessite beaucoup d'électricité et ça se base sur quelque chose qui est intermittent. Donc, ça pose des questions de quand est-ce que vous aurez vraiment trop d'électricité pour faire de l'hydrogène. C'est un peu un débat philosophique, mais c'est important. Ces technologies ont différents niveaux de maturité. Vous vous battez en ce moment entre quelque chose qui est l'utilisation du gaz, le vaporeformage du gaz, qui est très mature, qui est très peu cher. Alors, c'est devenu beaucoup plus cher l'année dernière parce que le gaz naturel est devenu très cher, mais ça ne durera peut-être pas tout le temps. La question, c'est comment on pousse les choses les plus proches en termes de niveau de maturité technologique, mais aussi en termes de coût, parce que pour l'instant, l'hydrogène vert, ça reste 2, 3, 4 fois plus cher que l'hydrogène gris, fait par du gaz naturel. Et donc, comment on match ce gap-là? Et ensuite, comment on va pousser d'autres choses qui pourraient être extrêmement intéressantes pour différentes applications. Donc, on retrouve sur la même chose. Une des questions clés va être le déploiement des technologies qui sont quasiment matures ou qui sont matures et le développement de d'autres technologies qui ont énormément d'intérêt à apporter, mais qui ne sont pas encore au bon niveau de maturité technologique. Et il faut toujours penser à ces deux choses en parallèle, puisque pour l'hydrogène vert, par exemple, le gros problème dans les années à venir, c'est est-ce qu'il y aura assez d'hydrogène pour tout ce qu'on veut faire avec? La question, si on regarde les plans européens, c'est facile de dire je veux produire 10 millions de tonnes d'hydrogène vert en 2030. Pour l'instant, c'est quasiment zéro. Et passer de 0 à 10 millions de tonnes en 8 ans, c'est pas simple. Et ce qu'on peut regarder, c'est un graphe un peu compliqué, mais pour l'instant, il n'y a pas de moyen technique de le faire. C'est-à-dire que pour réussir à avoir 10 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030, il faudrait être capable d'avoir un taux de déploiement de 100%. C'est-à-dire que tous les ans, vous doublez la capacité installée en électrolyseur. Et en même temps, vous avez assez d'électricité bas carbone, puisque sinon, ce n'est pas très, très intéressant de faire de l'électrolyse à partir de l'électricité au gaz. Et donc, c'est une vraie question, c'est que c'est un taux de déploiement nécessaire pour arriver à ça, qui est 2 fois supérieur à ce qu'on a fait pour le photovoltaïque, qui est pourtant quelque chose d'extrêmement rapide. Donc, il y a une vraie discussion à avoir sur pourquoi on utilise l'hydrogène, quelle est la priorité sur l'hydrogène vert qui sera disponible parce qu'il y en aura, pour essayer peut-être de diminuer un peu les demandes. Et donc, quand on parle de transport, de voitures à hydrogène, etc., on peut vraiment se poser la question, est-ce que c'est les meilleures utilisations sur une ressource qui va être très rare, a priori, pendant quelques années? À très long terme, on peut se poser la question, l'hydrogène sera peut-être extrêmement peu cher, extrêmement disponible. À moyen terme, il y a une vraie discussion sur les priorités d'usage. Et a priori, la priorité devrait déjà être de décarboner l'utilisation actuelle de l'hydrogène avant de rajouter trop d'usages, parce que sinon, ça devient de plus en plus dur à déployer. L'autre game changer potentiel pour le climat, c'est on a de plus en plus de renouvelables, on a de plus en plus de voitures électriques, c'est les batteries. Comment on stocke de l'électricité et comment les batteries et l'évolution des technologies sur les batteries nous permettent d'ouvrir de nouveaux marchés. Donc la voiture électrique, je pense que j'espère ne pas avoir à vous convaincre qu'elle a gagné la course par rapport à la voiture hydrogène. La question, c'est comment on décarbone maintenant d'autres utilisations. C'est un domaine qui progresse extrêmement rapidement et qui ressemble beaucoup au photovoltaïque il y a 10 ou 15 ans, en termes d'évolution des coûts, en termes de déploiement et en termes de ce que les gens prévoient par rapport à ce qui se passe vraiment. Je vous montrerai une courbe après. C'est un domaine où on ne s'en rend pas forcément compte, mais où la densité énergétique a progressé extrêmement vite. Les technologies vont très vite, les chimies évoluent très vite pour les batteries. C'est assez impressionnant à suivre. Sur 10 ou 15 ans, vous avez eu un doublement quasiment des capacités des batteries, ce qui vous permet d'avoir pour le même poids des batteries qui font 2 fois plus de distance, ou voire de mettre des batteries plus petites et donc d'utiliser moins de matériaux. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent. Au niveau des prix, on a eu 90% de baisse des prix sur les 10 dernières années sur les batteries. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça vous permet ensuite d'aller déployer à l'échelle. Et au niveau technologie, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il reste encore beaucoup de place pour aller progresser. Et donc, on peut encore espérer des batteries plus denses. Alors, ce n'est pas forcément des ordres de grandeur qu'on ira chercher, mais le progrès existe encore pour faire des batteries qui vont être moins chères, qui vont utiliser des métaux moins chers, plus abondants, et qui seront tout aussi denses, voire plus denses que ce qu'on a connu. Ce qui est vraiment intéressant dans ce domaine, parce que je suis suffisamment vieux pour l'avoir vécu, c'est qu'on est très, très proche de ce qui se passait il y a 15 ans sur le photovoltaïque. Il y a 15 ans sur le photovoltaïque, tout le monde essayait de faire des prédictions de baisse des coûts et d'efficacité des technologies, et personne n'a jamais réussi à prédire la vitesse à laquelle les coûts ont diminué. En fait, sur les batteries, c'est ce que vous montre ce graphe-là, c'est pareil. C'est-à-dire que ça compare les estimations avec ce qui s'est passé en réalité. En général, pour l'année d'après, vous êtes à peu près pas trop mauvais. 2 à 3 ans, personne n'est capable À chaque fois, en fait, on pense que la baisse des coûts va diminuer, ce qu'on appelle le taux d'apprentissage, de combien baisse le coût à chaque fois que vous doublez la capacité installée.
Eh ben, les batteries sont exactement au même niveau que ce qu'on a connu pour le photovoltaïque, c'est-à-dire que tout le monde surestime l'évolution du coût des batteries. Et ça, c'est pourquoi c'est important, parce que ça veut dire que vous ouvrez des nouveaux marchés, parce que ça évolue beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Alors, il y a des questions qui se posent maintenant, parce que les prix des métaux ont beaucoup évolué. Donc, pour la première fois l'année dernière, on a une petite augmentation du coût des batteries. Mais on a eu ça aussi sur le photovoltaïque. Pensez à les années 2006-2008, on a eu une forte augmentation des coûts. Et puis, en fait, on est reparti à la baisse plus vite que ce qu'on était avant. Donc, ce qui nous a permis de récupérer la tendance. Donc, ne jamais négliger ce qui est en train de se passer. C'est un domaine où il y a de l'itération extrêmement rapide et c'est un domaine où les gens sont capables de changer les chimies très vite. Ce qui veut dire qu'on est capable de réagir relativement vite à des changements sur les métaux. Le meilleur exemple, c'est de regarder entre 2018 et 2022, donc c'est seulement 4 ans. Un des problèmes pour les batteries lithium-ion, c'est les batteries qui utilisent du cobalt, parce que le cobalt vient principalement de la République du Congo. Il n'y a pas beaucoup de producteurs. C'est devenu très cher. En 4 ans, on est passé des batteries qui contenaient du cobalt, qui était à peu près 90% du marché, à peine 60% du marché. Tesla, maintenant, installe des batteries dans les modèles 3 qui ne contiennent pas de cobalt, qui sont des batteries fer-phosphate, lithium-fer-phosphate, fer et phosphate qui sont très abondants et peu chers. Et ça s'est produit sur une durée extrêmement courte. Ce qui est aussi intéressant, c'est que si vous regardiez il y a 4 ou 5 ans, les gens vous auraient dit les batteries fer-phosphate dans la mobilité, c'est pas possible, elles sont pas assez performantes. En fait, les batteries qui sortent maintenant fer-phosphate sont aussi bonnes que les batteries avec du cobalt il y a quelques années. Donc, c'est aussi quelque chose qui progresse. Et donc, vous êtes capable de dire, bon, je sacrifie peut-être un petit peu la performance, mais c'est moins cher. Et surtout, j'ai beaucoup moins de problèmes en termes de chaîne d'approvisionnement. Ce qui va être une vraie question. Vous avez peut-être entendu hier les annonces de l'Union européenne sur l'équivalent de l'Inflation Reduction Act en Europe. Les détails restent à creuser, mais un des points clés, c'est comment on sécurise nos approvisionnements en métaux, puisqu'on aura besoin énormément de métaux. Et le troisième domaine, qui va être extrêmement important et où malheureusement la France est vraiment trop en retard, c'est ce qu'on appelle les émissions négatives ou l'élimination du carbone atmosphérique. Ce que beaucoup de gens ont un peu de mal à comprendre, c'est que la neutralité carbone, ça implique que vous allez toujours émettre un petit peu de CO2. Il faut que ces émissions soient le plus faibles possible, les émissions résiduelles. Mais pour arriver à zéro net, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir capter du CO2, éliminer du CO2. D'accord ? Vous aurez toujours une zone. Il y a des secteurs qui ne sont pas possibles à décarboner d'ici 30 ans, soyons honnêtes, ou pas au bon niveau. Et donc, il va falloir être capable, de compenser, ce n'est pas le bon mot, mais d'éliminer du CO2 qui a quand même été émis. Ce qui veut dire qu'il y a toute une industrie à développer des émissions négatives. Comment on élimine du CO2, on prend du CO2 qui est dans l'atmosphère, on l'élimine, on le stocke de façon durable, pour arriver au stade où au moins on est à la neutralité carbone, donc zéro. Éventuellement, et ça serait l'idéal, c'est d'arriver en net négatif, c'est-à-dire de tous les ans d'enlever un petit peu plus de CO2 dans l'atmosphère qu'on en a mis, ce qui permettrait de réparer quelques bêtises qu'on a pu faire ces dernières années, ces derniers siècles. Et cette industrie des émissions négatives ou de l'élimination du carbone, pour l'instant, elle existe très peu. En France, elle est très, très peu discutée. On va souvent vous parler, quand on parle de ça, de direct air capture, c'est ces gros ventilateurs qui filtrent de l'air, etc. En fait, c'est qu'une des méthodes. Il y a plein de méthodes qui existent. C'est tout un panorama de méthodes qui peuvent exister. Du biochar, vous allez pyrolyser de la matière végétale pour la remettre dans les sols. C'est ce qu'on appelle du BECCS, bioénergie et capture du carbone, c'est-à-dire que vous faites pousser des arbres, vous les brûlez et vous capturez le CO2 en point d'émission. Il y a plein de techniques qu'il va falloir, certaines sont matures, d'autres moins matures, et il va falloir développer un ensemble de techniques pour arriver au seuil d'émissions négatives dont on a besoin pour arriver à la neutralité carbone. Et c'est un endroit où on part quasiment de zéro, puisque c'est une industrie qui, grosso modo, n'existe pas, qui a un potentiel énorme. On estime qu'en 2050, ça pourrait faire 1000 milliards en termes de taille d'industrie, mais vous partez de zéro. Donc la question, c'est comment vous faites le chemin entre les deux points. Et un rapport intéressant est sorti il y a 15 jours qui montre que déjà l'humanité élimine déjà à peu près 2 milliards de tonnes par an de CO2. Donc on en fait déjà un petit peu des émissions négatives, principalement par de la reforestation, donc des méthodes plutôt traditionnelles, mais que les méthodes qu'on appelle nouvelles, un peu plus technologiques, pour l'instant ne font quasiment rien. C'est dans le bruit. Donc c'est une industrie qui est en train de naître, mais qui par an n'élimine que quelques centaines de milliers de tonnes par an par rapport au volume dont on a besoin. Je ne l'ai pas précisé, mais le GIEC estime que pour arriver à la neutralité carbone et rester en dessous de 1,5 degré, c'est entre 5 et 16 milliards de tonnes de CO2 qu'il faut être capable d'éliminer par an. Les émissions mondiales de CO2, c'est 45 milliards de tonnes en ce moment, 60 milliards de tonnes si vous prenez tous les gaz à effet de serre. Donc, vous voyez qu'on est sur des choses qui sont quand même énormes.
On est à peu près à 2 milliards de tonnes par an, mais qu'avec des méthodes naturelles qui ont une certaine limite. Hein, il faut multiplier ce chiffre par un facteur qui est quand même assez incroyable. Et c'est toute une industrie qui a créé et tout un marché qui a créé, puisque une fois que vous avez utilisé l'atmosphère comme une poubelle, la valeur économique de récupérer le CO2, elle n'est pas évidente. Et donc, il se pose une question de comment on fait ça. Il se pose une question de comment on vérifie que c'est fait correctement. Pour éviter, vous avez peut-être vu le scandale qui est sorti dans le Guardian il y a quelques semaines sur la compensation carbone et la reforestation, où les gens critiquent assez vertement beaucoup de projets de reforestation ou d'afforestation. Clairement, si on veut faire des émissions négatives, il va falloir le faire d'une façon où c'est mesurable, c'est vérifiable, et on est sûr que les gens reportent ce qu'ils ont fait. Mais c'est une question pas simple, parce qu'il se pose encore des questions assez fondamentales derrière. En France, on a quelques startups dans ce domaine-là, mais c'est quand même quelque chose qui est très peu discuté. Si vous regardez la stratégie nationale bas carbone, c'est principalement de la gestion des sols et des forêts pour faire des émissions négatives. Or, les forêts, c'est bien, mais on a vu en 2022 que ça brûle, et ça brûlera peut-être plus, malheureusement, avec un climat qui se réchauffe. Et donc, si vous basez votre stratégie d'élimination de CO2 sur quelque chose qui peut changer assez rapidement dans les 10, 20, 30 années à venir, bah, ça pose une question, et ça serait peut-être le moment de se poser la question de mettre d'autres choses en pratique. Ouais, je vais passer assez rapidement là-dessus, comme ça je vais laisser un peu de temps à Céline. Donc l'idée, c'est de vous montrer un tout petit peu, il se passe énormément de choses dans ce domaine des technologies. On l'oublie un peu parfois parce que c'est vrai que le défi à résoudre est énorme. Hein. Décarboner, c'est quand même très difficile et ça va être très difficile. Mais en même temps, il y a des dynamiques très fortes qui sont en train de se former et qu'il faut accompagner pour qu'elles puissent aller jusqu'au bout, ce qui implique des essais et des erreurs, on en parlera, ce qui implique d'investir au bon endroit, mais ce qui implique aussi de quand même de regarder d'une façon positive ces choses-là et pas que négative, parce que voilà, il se passe beaucoup de choses qu'on a tendance à mettre sous le tapis. Il y aura une session de questions après le talk de Céline et je vais lui passer la parole, directrice de Clean Tech for France, pour nous donner plus un panorama justement des investissements et des domaines dans lesquels l'investissement se produit en ce moment en France. Merci à tous. Donc, directrice de Clean Tech for France, qui est une initiative qui est portée par Breakthrough Energy. Et nous avons pour mission, en gros, de faire en sorte que les sujets de la Clean Tech, Climate Tech, soient dans l'agenda, on va dire, du débat public et plus généralement des décisions des décideurs publics et autres. Et on a des partenaires fondateurs qui sont ici parmi l'Assemblée, qui viennent de chez Demeter, de chez Aster, de Mirova, Marble, Supernova Invest, Innovacom, qui sont nos partenaires fondateurs. On a pour vocation de grandir aussi. Je vais, avant de démarrer dans le... Alors, attends, pardon. Dans l'autre sens. Je vais juste prendre le temps de respirer après ta présentation, parce que c'est très, très inspirant, ce qui vient d'être présenté, pour partager, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu. J'ai noté des mots. Le premier qui me vient, c'est complexité. Donc, on voit très rapidement que si on pose une question simple, j'investis où? Allez-y. Des questions simples, en tout cas, cette complexité, c'est pas un problème en soi, c'est juste de reconnaître qu'on est là sur des enjeux très forts. Et donc, la richesse de la présentation, c'est de mettre de la clarté sur tous les chemins possibles dans cette complexité. La deuxième, évidemment, techno, c'était le premier, c'est le point zéro, science et technologie. Le deuxième, c'est cet aspect systémique. On le sait tous, mais on voit très, très bien. Quand tu parlais du passé, je me suis souvenu des thèses dans les années 80 sur les véhicules électriques. Voilà, il y avait des tas de choses, ça devait arriver, etc. Bon, on y est maintenant. C'était il y a longtemps, mais on y est maintenant. Donc, il y a des tendances longues. Il y a certainement de la compétitivité coût qui fait qu'on accélère le déploiement des choses. Mais c'est évidemment pas que ça, et on est sur beaucoup de sujets qui sont systémiques, de réseau, d'organisation. On n'est jamais en stand-alone innovation dans un coin de manière isolée, qu'on demande de démultiplier en se fichant du reste du monde. C'est jamais comme ça. Donc le deuxième point qui me venait, c'est les aspects systémiques. La troisième chose que j'aurais dû mettre en premier, c'est les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, et la première des bonnes nouvelles, c'est que dès lors qu'on regarde les courbes en se disant on nous demande d'aller là et la courbe de croissance a juste une dérivée première et une dérivée seconde qui me fait frémir, en même temps, la réalité montre qu'on va encore plus vite. Et donc, ça veut dire que les hommes et les femmes, j'aime bien remettre aussi de la réalité humaine sur toutes les technologies qui sont déployées, sur tous les projets, les innovateurs, les chercheurs, le déploiement des solutions, leur mise en œuvre.
il y a un moment donné les investisseurs qui suivent, tout ça, c'est juste une très jolie aventure qui fait mieux que ce qu'on avait pu penser à un moment donné être capable de faire. Ça, c'est quand même une excellente nouvelle à retenir. Ça veut dire que les artisans de la réalisation de cette transformation et sa vitesse, ils sont là et que ça, c'est une réalité économique et du monde des affaires qui est absolument majeure. Et le dernier point, c'est l'aspect sociétal. Je ne suis pas sûre que ce soit le moment et l'heure, mais je crois qu'il y a vraiment un untapped potential énorme sur l'accompagnement de cette transformation par les gens. Ça veut dire que décider dans cet environnement-là de dire « moi, je veux aussi contribuer », je pense à l'épargne, on n'est pas comme l'Amérique sur l'épargne des ménages, et on a des comportements qui peuvent venir soutenir ça. Il y a la Banque de transition énergétique qui fait des choses innovantes, mais voilà, il y a quelque chose à faire sur cet aspect systémique. Donc, je voulais juste un peu balayer les choses. C'était une fois Climate Tech Cleaning ou Clean Tech, pour dire un peu au moins un framing du débat, et puis faire un 360 global, un peu de choses sur l'Europe et un peu de choses sur la France. Et bon, voilà, c'est un peu trop chargé, ça fait mal à la tête, mais je vais expliquer ce que je cherche à dire ici. La première, c'est de peut-être en sortie de cet événement, quelle est la définition qu'on veut se donner de ce qui est en train de se passer. Enfin, moi, je m'en fiche un peu de savoir si c'est green, climate, tech. Ce qui est important, c'est qu'il y a un mouvement avec des gens convaincus. Donc, j'en propose au moins une. L'ensemble des innovations, produits, services, process, systèmes, matériaux, additifs, modèles, on va peut-être en rajouter, modèles d'affaires, ça c'est sûr, quand pour objectif principal d'améliorer. Et là, j'aimerais bien qu'on soit en shifting plutôt que de réduire ou de changer, qu'on soit en situation d'améliorer les impacts directs et indirects des activités économiques et humaines sur le climat, les ressources naturelles, la biodiversité, la qualité de vie aux échelles locales et globales. Peut-être que les définitions, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le cœur du sujet, mais quand même. Et en tout cas, il y a quelque chose à dire et à faire. La deuxième, c'est que tout ce que tu as présenté, c'est on rentre, c'est pas qu'une mode de mots, hein. La nouvelle économie, c'est pas juste une mode. Il y a sûrement des critères économiques et des logiques de compétitivité qui sont en train de se transformer. Et voilà, je pense qu'on fait face à la question des solutions de la nouvelle économie, de la neutralité carbone et du climat. La troisième chose, c'est, sans que ça fasse bondir les gens, mais les technologies, plus généralement les sciences, sont au cœur de l'innovation. Donc, toutes ces technologies sont au service de la définition qui est au-dessus. Et l'innovation, ça va être le cœur de la dynamique d'accélération dont tu parlais. Et cette dynamique, elle a tout, voilà, c'est pas juste pour faire l'économiste qui a travaillé sur l'innovation, mais Schumpeter est le premier à avoir parlé de la destruction créatrice. On parle que de lui parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'auteurs très très bons en matière d'économie et d'innovation après lui. Mais dans cette destruction créatrice, il faut qu'on détruise et qu'on construise en même temps. Et je crois que les deux logiques sont là, de savoir ce qu'on va être capable de faire. Et donc, c'est vraiment, à mon avis, le sujet du siècle, la destruction créatrice en cours. La dernière, c'était de parler des enjeux qui sont sur l'intégration et surtout sur la diffusion. Donc, de tout ce qu'elle t'a présenté, c'est à la fois comment on voit comme un chef d'orchestre les partitions qui sont en train de se jouer sur chacun des domaines technologiques, quelle est la musique qu'on va vouloir jouer, et très certainement quelle est voilà, la démultiplication des joueurs de musique qui vont jouer la même partition. Et que cette vitesse de diffusion, c'est bien ça le problème, doublé de celui de l'échelle de ce dont on cherche à faire, et que cette échelle significative, les deux couplés, c'est ça l'enjeu majeur. Donc, c'est un petit peu long, mais il y avait deux tables rondes qui suivent après, qui m'ont inspiré au moins de ce premier cadrage, et aussi pour dire, voilà, les écosystèmes qui sont concernés. Et donc, moi, je vais parler de l'investissement au capital risque. J'ai mis, c'est un élément de la chaîne de la valeur. Il y a plein d'autres logiques de financement, de la recherche, d'investissement
divers et variés, privés, qui rentrent aussi, pardon, dans cette histoire. Mais en gros, voilà, on a une chaîne de la valeur de l'innovation, on a un soutien à l'innovation publique en particulier sur tous les pans importants du déploiement de l'innovation. Et puis, on a un rôle majeur de ce qu'on a appelé ici la chaîne du financement de l'innovation. Il y a une troisième grande série de chaînes de la valeur qui va venir transpercer tout ça, c'est les chaînes de la valeur sectorielles, locales, globales et thématiques, et qui sont celles sur lesquelles on va parler de terrain de jeu, de tout ce qui se passe en matière de support à l'innovation. Et donc, je parlerai ici de données qui concernent le capital risque, de l'amorçage, série A, série B, croissance, qui sont des données qui sont celles du Cleantech Group, auquel j'appartiens, et qui travaille depuis 15-20 ans maintenant sur la question de ces données, de leur articulation, de la compréhension de ce qui se passe, des trends marché par marché, secteur par secteur. Je n'ai pas tout couvert, mais simplement, voilà, on est en 2022 avec un petit déclin global par rapport à l'année record de 2021, avec un peu plus de 57 milliards de dollars qui ont été investis dans la clean tech et dans les solutions et toutes les solutions technologiques de la clean tech, avec en termes de deal, le nombre de deals, de ce qui se passe, vous voyez ici en Californie, Massachusetts, voilà où ça se passe. Et au niveau européen, une prédominance de ce qui se passe au Royaume-Uni, en Allemagne, puis en France et ensuite dans le reste des pays européens. L'extrait que je vous ai mis là, qui est un petit peu indigeste, mais vous aurez les slides, c'est sur le secteur Energy and Power, de ce qui se passe en termes de bonnes nouvelles. C'est-à-dire ça, c'est une donnée globale. On a évidemment une décomposition sectorielle des investissements et des décisions. Et vous avez là un des bonnes nouvelles qui sont voilà, biomasse, building, efficacité énergétique. On voit ce train croissant entre 2021 et 2022. Ensuite, un petit mot sur ce qui se passe en Europe. Ça a été aussi rappelé, évidemment, oui, peut-être aussi de retenir de ta présentation que la complexité, elle appelle au moins à ce que du côté des pouvoirs publics, et ça se joue à la fois en Europe et en France, on ait déployé une vision. Et si on n'a pas la vision, en tout cas, la vision est un chiffre et un objectif de neutralité carbone, mais on a un certain nombre d'actions, de plans, de réponse à l'Inflation Reduction Act, mais aussi voilà, de ce qu'on voit en cours en France sur le projet de loi industrie verte, le projet de loi les renouvelables qui est passé, et au-delà du travail législatif, d'avoir un accompagnement, une volonté politique un peu forte dans des projets phares. Sur l'Europe, très certainement, des choses qu'on connaît depuis 20 ans, hein, voilà, on est illustré dans le solaire, on a une excellente recherche en Europe. On n'a pas assez d'innovation au sens de solutions qui se vendent sur les marchés. En tout cas, on fait beaucoup mieux depuis 10 ans, mais la même logique se répète, comment on va déployer ces solutions qui émanent de la recherche à vitesse grand V sur les questions de transition énergétique pour l'Europe, par l'Europe et de l'Europe dans le reste du monde, évidemment, puisque tout ça sont sur des marchés globaux. Donc, sur l'année 2022, on observe là aussi un recul qu'on peut modérer. C'est pareil au niveau global, dans un contexte, on n'en a pas parlé, mais évidemment de crise énergétique et de crise at large. C'est pas une si mauvaise nouvelle. En tout cas, on a une année record là aussi en 2021 et à peu près un peu moins de 11 milliards d'euros ici qui ont été investis dans des solutions clean tech en Europe. On a 3 observations sur ce qui s'est passé l'année dernière. La première, c'est qu'on a eu une augmentation des investissements dans la partie amorçage, avec un doublement de ces investissements à l'échelle européenne. Voilà, et puis une augmentation sur les séries A et séries B qu'on vous donne ici de plus de 30%. En revanche, l'investissement dans la croissance, lui, il a baissé de 35%. Ça, c'est un peu moins une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle, mais en même temps, si on relativise, Amérique du Nord, on voit qu'il y a un recul de 17%, recul de 14% en Europe, et Asie-Pacifique, c'est la 3e zone où on a un recul de 20% sur ce segment croissance. Donc, ça pose forcément plein de questions par rapport au fait de la vitesse de la diffusion et du déploiement,
qui sont quand même l'enjeu majeur. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle dans le train qu'on observe à l'échelle globale. On a des données détaillées, on pourra les partager évidemment secteur par secteur et puis type de marché par type de marché. Mais c'est ce on observe au niveau global. Et puis, sur les secteurs de l'année, en tout cas les plus importants, et ça a été rappelé, c'est vrai sur plein de sujets, l'hydrogène, l'acier vert et les véhicules électriques qui concentrent, je pense que ta présentation aussi le montrait du côté scientifique et technologique, qui concentrent les efforts d'investissement à l'échelle européenne. Ensuite, deux graphes sur la France. Vous m'excuserez pour les couleurs, mais on a compilé ça avec les dernières datas. Donc, l'année dernière, on rebascule ici en dollars, vous m'excuserez. Donc, on était à 2,3 milliards en dollars. On avait à peu près 2 milliards en euros. Voilà, en euros. On a réduit à 1,8 cette année en 2022. Et on a mis ici en parallèle à chaque fois, dans tout ce qu'on cherche à faire, c'est de faire des contrastes entre la France, ce qui se passe en Allemagne et au Royaume-Uni. Non pas pour créer une vivacité je dirais, de comparaison stérile et inutile, mais juste pour dire, on sait tous qu'il y a des enjeux globaux, il faut juste agir sur la dimension globale et là où il y a du leadership français, leadership en Allemagne, leadership au Royaume-Uni, et que tout ça doit s'articuler dans cette grande logique de transformation. Et donc, voilà, on est en comparaison avec la France et l'Allemagne, derrière l'un comme l'autre, avec voilà, une certaine proportion non négligeable. Et en même temps, tout de suite, évidemment, la France n'est pas tout à fait ni comme le Royaume-Uni, ni comme l'Allemagne, et vice-versa. Et donc, on n'a aussi pas tout exhumé dans la question de l'investissement. Est-ce que c'est le seul moyen? Sûrement pas. Et il y a d'autres moyens d'agir, la recherche et développement, le soutien à la recherche. Il y a une autre manière aussi de supporter cette transformation. Donc, on ne dit pas tout, mais c'est intéressant quand même de systématiquement se poser la question de savoir ce qui se passe. C'est quand même aussi toujours un peu étonnant d'avoir des solutions potentiellement très intéressantes pour des marchés divers et variés. On sait que c'est difficile d'avoir un marché réellement européen sur lequel on peut déployer rapidement en Allemagne quand on est en France et vice-versa. Mais il faut que tous aient conscience que voilà, si on n'accélère pas le champ et les possibilités de déploiement à l'intérieur de l'Europe rapidement, il est possible qu'on n'arrive pas non plus à transformer le monde dans lequel on vit. Ensuite, j'ai rajouté ici des éléments d'une dernière étude qu'on a conduite sur voilà, 13 domaines, les domaines que vous voyez ici, qui sont des domaines à peu près essentiels dans la transition énergétique et la transformation que l'on cherche à obtenir, et de faire sur ces 13 domaines un peu un diagnostic de ce qui s'est passé alors, voilà, sur les 10 dernières années, en comparaison France, Allemagne et Royaume-Uni. Ça ne dit rien sur l'avenir, mais en tout cas, ça dit un petit peu des choses sur ce qu'on observe. Donc, vous avez ici, la première des choses, c'est que si on considère ces 13 domaines comme étant des domaines fondamentaux, vous voyez la proportion de l'investissement sur 10 ans dans ces domaines, 16% en France, 18% en Allemagne, 7% au Royaume-Uni. Donc, on se retrouve, alors évidemment, pareil, on ne peut pas exhumer toutes les questions avec un graphique, mais voilà, on a 16% sur 10 ans qui est dédié à 13 domaines majeurs. Bon, on a sûrement une question d'affectation, d'orientation, de priorité et d'accélération sur certains de ces domaines et d'efforts de tous. Simplement aussi sur cette étude de dire, là vous avez une représentation de ce qui s'est passé en France avec voilà, la maturité des investissements qui est en abscisse. Alors là, le pourcentage qui est simplement, voilà, dans le solaire, vous avez 4% de l'amorçage, voilà, le pourcentage c'est 4% d'investissement en amorçage et la taille de la bulle c'est la taille des investissements. C'est une manière un peu de représenter ce qui se passe en matière d'investissement sur ces 13 domaines et d'aller dégager ce qu'on va appeler, et ce que vous connaissez bien, mais des domaines de maturité, de naissance, de croissance ou en devenir. Ça veut dire que par rapport à tous les champs thématiques que tu présentais tout à l'heure,
la question du niveau de maturité, des niveaux d'investissement requis, et puis globalement de vision un peu à quelques années près, 3-4 ans, de faire l'exercice, de savoir voilà, quel est le shift qu'on veut de cette situation à un instant T vers voilà, l'année 2 ou 3, à nous de voir quel est l'horizon temporel utile. Mais on se retrouve ici à essayer de caractériser un petit peu aussi et de pouvoir répondre à la question qui nous était posée il n'y a pas très longtemps. On parle d'ambition neutralité carbone. Voilà, quel est le muscle, en tout cas en termes d'investissement, et sa direction, sur quelle priorité, qui est indispensable pour qu'on atteigne cette neutralité carbone. Les choses ne sont jamais aussi simples, mais la réponse à cette question, voilà, faut faire 10 fois plus, 15 fois plus. C'est quand même une des premières questions auxquelles il serait bon qu'on arrive à donner une esquisse de réponse. Ensuite, notre travail est aussi de dire qu'est-ce qu'on peut faire comme recommandation. C'est ici long, je ne vais pas passer du temps trop là-dessus, mais de venir dire sur les niveaux de maturité, on sait et on a du soutien. On est en train de préparer tout un travail sur l'accompagnement du financement de la croissance. Là, on est en pleine négociation du TB 2, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aussi suggérer et proposer des vitesses et des moyens d'accompagnement de la croissance plus significatifs en France. Sans oublier ce qui était mentionné, l'amorçage. Voilà, il y a une logique de croissance et une logique d'amorçage qui répondent aux deux enjeux que tu mentionnais tout à l'heure, à la fois d'accélérer la croissance de ce qui est en cours et à la fois de penser aux solutions de demain. Et les solutions de demain doivent naître pour pouvoir exister dans 10 ans. Donc ça, c'est aussi une des conclusions sur des choses qu'on voit systématiquement en France. Je pense à, je sais pas, ça fait 20 ans, je suis dans le domaine sur le millefeuille administratif, les vitesses, etc. On entend, on le sait, je crois, enfin, ou en tout cas, si quelqu'un le découvre, ce serait énorme. Mais il y a des choses dont on a un diagnostic depuis longtemps qui méritent d'être transformées. Et tout ce qui est politique d'accélération, voilà, il y avait des simplifications administratives qui étaient au cœur de la loi renouvelable. C'est juste l'enjeu absolument majeur de simplifier et puis d'assurer une vitesse sur des fronts qui relèvent du domaine réglementaire et pour partie du coût législatif. Ça, c'est quand même un gros paquet de choses très importantes à faire. Et la deuxième, voilà, le terme peut être libéré, accompagner, soutenir, mais accélérer toutes les possibilités d'investissement privé et voilà, d'effet de levier de ces investissements privés sur une base d'investissement public relativement importante en France. Ensuite, simplement de mettre un extrait ici sur ce qu'on a produit. Et voilà, c'est juste un extrait sur l'hydrogène décarboné. Et d'aller regarder, donc vous voyez les deux graphiques qui sont à la fois en venture capital. Donc en venture capital, on a des données dont on est à peu près en confiance à 99%. Sur la partie que vous voyez de project finance et de subvention, on n'a pas un échantillon complet, mais c'était très important de voir ce qui se passait sur ces données-là. Et donc, du coup, d'essayer aussi d'avoir dans le débat public et avec les décideurs publics, ces temps longs de recul qui sont, il me reste 2 minutes, voilà, je vais conclure, ces temps longs de recul sur ce qui s'est passé sans y passer trop de temps, mais voilà, c'est quoi quelles sont les dynamiques dans lesquelles on est. Dans toutes ces histoires technologiques, on ne démarre pas un nouveau programme en recherche comme ça, sans avoir un historique, des gens formés, des labos, des expertises. Donc la dynamique, c'est aussi un moyen de dire où est-ce que les choses se passent et où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'il faut éventuellement arrêter. La question aussi derrière ta présentation, je me posais celle des choix. Évidemment, on voit bien que là-dedans, il va falloir choisir. Pour choisir, il faut être un peu éclairé. Et donc, voilà, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est à représenter un peu ce qui se passe en France. Vous voyez la carte qu'on a produite ici, et puis d'illustrer à chaque fois les deals les plus importants dans les 3 pays qui sont à taille comparable en termes économiques. Voilà, pour conclure, voilà, le timing est fait. Je vous remercie
On a le temps pour quelques questions. Il y a des micros qui vont passer dans la salle. Oui. Bonjour, vous nous présentez des statistiques sur les volumes investis et les montants investis. C'est évidemment une mesure, une métrique qui est très intéressante, mais qui est un peu imparfaite dans la mesure où elle est biaisée par la disponibilité des financements. On sait qu'il y a beaucoup de fonds de venture capital qui sont prêts à déployer des fonds. Est-ce que vous auriez des statistiques sur les taux de mortalité des entreprises? Grégory citait typiquement la difficulté du passage à l'échelle. Pour paraphraser Elon Musk qui dit que c'est très simple de construire un prototype, c'est difficile de le passer à l'échelle et c'est incroyablement difficile de le passer à l'échelle et d'être rentable. Donc finalement, la statistique, je pense, la plus intéressante pour savoir si ces sociétés vont être capables d'accompagner la transition énergétique, c'est de comprendre quelles sont celles qui vont réussir réellement à faire ce passage à l'échelle. C'est une excellente question. Celui qui sait répondre, il faut vite l'embaucher. Deux choses. Évidemment, ça exhume pas toute la logique d'innovation, de soutien. C'est juste ce qu'on sait faire, au moins en termes de vision. Donc on l'a montré. D'expérience personnelle dans l'investissement, la règle du 80-20 s'applique. Sur l'innovation plus compliquée, c'est 95-5 en termes de mortalité. Sur ces difficultés que vous mentionnez qui sont essentielles, on sait forcément qu'entre l'amorçage et le winning race à la fin, voilà, si on a raison ou pas, en tout cas, il va y avoir de la mortalité à grande échelle. Ça vient juste rajouter au moins 3 dimensions. La première, c'est que on fait peut-être pas les choses dans le bon ordre, et ni de la bonne manière. Si on prend l'industrialisation, cette complexité dont on sait que c'est des passages fondamentaux, ça veut peut-être dire qu'on n'a pas, je dis toujours quelle est la dream team qu'il faut à côté d'un innovateur pour franchir ces étapes. La question des talents, elle est souvent mentionnée, mais voilà, c'est quoi l'équipe qui va assurer que la vision qu'on a après le prototype de son industrialisation, qu'on pense l'industrialisation, on va chercher des ingénieurs spécialisés de la supply chain, pas forcément dans l'innovation technologique, c'est leur métier. Dans la supply chain, ils font des achats, ils connaissent la logique même de l'industrialisation et ils viennent sur un cas. Est-ce qu'on rajoute quelqu'un des RH parce qu'il faut les gérer, ces gens-là? Il faut peut-être pas les gérer de la même manière que d'autres, il faut faire équipe, vous voyez. Et donc, tous les ingrédients, pour reprendre la bonne réponse, c'est quels sont tous les ingrédients dont on a besoin pour que ces étapes absolument fondamentales, dont on sait qu'elles sont les plus difficiles, deviennent une réussite. Dans la définition, ça manque. Moi, j'ai toujours l'impression qu'en France, il faut absolument qu'on parle d'efforts de tous vers une réussite. Et si l'objectif, c'est la réussite de ces innovateurs, de ce déploiement d'innovation, alors les bonnes questions émergent. Nous n'y arrivons pas, comme les autres, d'accord, ça veut dire qu'on s'y prend mal. Dans n'importe quelle boîte, ça ne marche pas, vous avez un marché qui est mort, bah, vous arrêtez. Ou alors vous vous dites, on reconquiert ce marché comment? Et je pense que les taux de mortalité, vous avez raison, d'ailleurs, ça me donne une idée, on va le faire, on va faire la liste de ce qui est mort, c'est un petit peu... Mais on peut, en tout cas, on peut le faire. Et comment on fait? Je ne sais pas. Bonjour, donc oui, c'est une bonne question, mais en fait, je donne un chiffre et peut-être je partage une logique. Le chiffre que j'ai lu récemment, il y a une étude de Stanford qui dit que, alors c'est sur les boîtes américaines et c'est malheureusement pas spécifique pour un vertical, donc c'est généraliste, mais il y a une possibilité de 2% pour une boîte investie en série A de devenir un licorne. Alors, licorne, c'est peut-être pas la bonne métrique pour dire qu'il y a une réussite parce qu'ensuite, la licorne doit être capable de sortir pour les investisseurs un bon retour et ensuite devenir une boîte rentable. Mais à la fin, ce qu'on essaie toujours de montrer, c'est quand même un pourcentage très, très faible. Et dans les années, ça n'a pas vraiment beaucoup changé parce que c'est un effet en fait, d'écosystème. Plus l'écosystème mature, plus il y a de l'argent investi et plus il y a de startups qui se créent.
Mais finalement, le taux de réussite, comme le marché devient plus en plus compétitif, ça augmente pas énormément avec la taille de l'investissement. Donc, il faut en faire beaucoup. Donc, probablement, c'est un peu la logique, la réponse qu'il faut donner à cette question. Il faut quand même augmenter soit le taux d'investissement, soit le nombre de startups créées. Et pour faire ça, il y a tout un tas de sujets dont tu as parlé, l'écosystème, support politique, les talents, le développement des talents, le passage à l'échelle. Chaque étape nécessite en tout cas d'une action spécifique parce que c'est différent. Aider une boîte à l'amorçage, à faire le passage au série A, au série B, c'est une autre chose. Aider une startup, supporter une startup au série C, de faire le passage au growth et au capital développement. Voilà. Donc, désolé, peut-être pas une réponse très, très claire, mais c'est un jeu de large nombre, de grand nombre, en fait. Yeah. Moi, j'ajouterais un petit point. Il y a une slide où on voyait ce point-là, mais en fait, dans la finance de l'innovation, il y a deux ordres. Il y a financer la personne qui invente, et puis après, il y a le project financing, c'est développer. Donc, pour moi, des projets qui réussissent, c'est des projets qui se transforment en project financing et qui vont se déployer. Et là, quand vous regardez les chiffres, vous comparez la France et l'Angleterre. La France, c'était que des startups, que de financement de l'innovation. On pense les idées. L'Angleterre, c'est une toute petite fine couche d'innovation et que du project financing. Donc, pour moi, elle est là, la clé de la réussite, c'est quand on va réussir à transformer toutes ces idées en projets qui se développent. Et l'indicateur, il est clair, en fait, c'est le financement de project financing. C'est pour ça que ce serait bien de séparer dans la vision des investissements, qu'est-ce qui est vraiment l'innovation, la recherche, la R&D et le déploiement. Ouais. Merci. Vous aurez du temps de networking à la fin pour discuter un peu plus en détail de tout ça. Je vais remercier Céline, parce qu'on est un tout petit peu short en temps.